bonjour et bienvenue. Je trouve qu'il règne un petit air de vacances aujourd'hui dans cette académie. une ambiance très détendue pour commencer cette séance. Alors bienvenue et plus particulièrement bienvenue à Madame Ligidakis que nous saluons parce que la séance de communication libre va être précédée par l'éloge de son mari, le professeur Nikolaos Ligidakis. Et cette éloge, elle sera double. D'une part par Bernard Launois, je crois, qui va être le premier, et ensuite par Henri Bismuth, qui va lui succéder. Voilà, donc Bernard Launois, je vais lui passer la parole. Bon, on prend une petite interruption de séance, comme d'habitude. Bernard. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, cher Despina, Mesdames, Messieurs, en Grèce, le patronyme est un destin. Comme son nom l'indique, Nicolas Ligidakis était crétois. Et depuis l'enfance, il savait qu'il ne pourrait pas faire carrière à Athènes. Mais l'homme était intelligent, très instruit, travailleur acharné, tenace, volontaire, très créatif et surtout ambitieux. Il avait 4 passions. D'abord son épouse, Despina, ensuite la chirurgie, et principalement la chirurgie hépatobiliaire, mais aussi la France et la chirurgie française. Et puis enfin, bien sûr, la musique grecque, notamment Théodorakis, qu'il écoutait inlassablement dans sa voiture lorsqu'il se déplaçait. Sa vie est un roman. Tout d'abord, tout commence à Maastricht pour moi. Maastricht, qui est une jolie ville hollandaise, située sur la Meuse, dans les Ardennes néerlandaises. En 1980, l'un des premiers congrès de l'IBA, International Biliary Association, est organisé à Maastricht par le doyen Cope, homme remarquable et remarqué, notamment pour avoir créé un enseignement de la médecine très spécifique, très particulier, qui lui amène beaucoup de visiteurs. Au cours de l'interruption de séance, Leslie Blumgart me présente un homme de taille moyenne, brun, la mèche rebelle, ressemblant à s'y méprendre à André Malraux. Il porte toujours un costume croisé, un costume gris dont seul le bouton intérieur est boutonné. Il a aussi le même mouvement des épaules que Nicolas Sarkozy. Leslie me dit, je te présente Nicolas Ligidakis, c'est un homme d'une très grande qualité, il est malheureusement barré par la société athénienne. Quelque temps plus tard, en mars 1980, je me rends à Londres, invité par Leslie. Leslie a en effet quitté la chaire de Lister à Glasgow pour devenir le chairman du département de chirurgie du Royal Postgraduate Medical School ou Hammersmith Hospital à Duquesne Road. Bien qu'il soit le seul chairman du département de chirurgie de tout le Royaume-Uni, il a des pouvoirs très limités qui se limitent à la visite du samedi matin entouré de ses 2 agrégés qui suivent la visite dans toutes les salles d'un air ennuyé et morose. En fait, Leslie est seul. Et je retrouve là Nick, qui est son bras droit, en dehors de Benjamin. Nick, qui l'aide à toutes les interventions, qui suit les visites,
qui suit les malades, qui le remplace quand Leslie va à l'étranger. Parfois même, il part avec lui. C'est ainsi qu'il ira en Iran soigner avec Leslie le neveu du Shah d'Iran, qui a eu un traumatisme hépatique et pour lequel on décidera de ne pas intervenir, mais la princesse, la sœur du Shah, en sera reconnaissant et lui donnera une montre qu'il portera toute sa vie. Il faut reconnaître que c'est une vie difficile, car Nick travaille toute la semaine à Londres, et puis il revient le week-end, où pendant 2 jours, il va effectuer le programme opératoire que lui a préparé Despina. En novembre 1980, il m'invite à Athènes. Il habite dans un quartier fort sympathique, ignoré des touristes, près de la place Kolonakis, où les terrasses ombragées accueillent pour le ouzo du soir Jules Dassin, Mélina Mercouri et aussi, bien sûr, toute la jeunesse dorée d'Athènes. Est-ce un signe? La pâtisserie française est toute proche et fait les meilleures pâtisseries d'Athènes. Il me fait visiter les 3 départements de chirurgie de la faculté de médecine, des facultés de médecine. Je commence par visiter le département de chirurgie du professeur Chrysospatis, qui est un chirurgien d'œsophage, connu internationalement. Chrysospatis veut dire d'ailleurs main en or. Il s'apprête à partir en retraite et à faire du jet ski dans les Cyclades. Mais il m'emmène aussi voir le professeur Skalkeas, qui lui ne jure que par les anglo-saxons, me force à parler anglais pour les exposés que j'y fais, et est vraiment une personnalité très peu attractive. Je vais ensuite chez le professeur Golématis, qui est un chirurgien colorectal, et je présente de la chirurgie hépatique et pancréatique. Et à partir de cette date va s'instituer une filière grecque entre Athènes et Rennes jusqu'à mon départ en retraite. Beaucoup d'élèves viendront. Ce sera d'abord Yannis Nomikos, puis ensuite il y aura Dimitri Manganas, il y aura Stati Bardaxoglou, Yorgos Piliopoulos, Arissis et bien d'autres. Curieusement, quand ils reviennent de Rennes, ils deviennent les assistants de Nick à Athènes. Mais cette visite est donc très profitable pour nous, puisqu'il y a un lien qui se crée très fort entre Athènes et Rennes. Nick envisage ensuite de commencer à organiser des séminaires de formation. Et on se retrouve dans une école du Pirée, début 82, avec David Skinner, avec Endo qui a opéré 200 cancers superficiels de l'œsophage et moi-même. C'est une école primaire comme on en voyait quand nous étions gosses, une école primaire type Petite Chose. Malheureusement, l'audience est très clairsemée et peu encourageante pour le futur. Mais Nick a quand même un modèle. Ce modèle, c'est son cousin germain, crétois comme lui, Stelios Mantonakis. Stelios Mantonakis a eu le privilège d'être résident au Collège de médecine des hôpitaux de Paris, chez Jean-Louis Lortin-Jacob. Et Stelios Mantonakis, quand il est retourné à Athènes, est devenu professeur étranger des facultés de médecine françaises à Athènes. Donc, son cousin germain devient son modèle. Il demande à présenter une publication à l'Académie de chirurgie. Et voilà une publication qui a été présentée en janvier 82 dans notre académie, en français, et qui a été publiée dans les mémoires en juin 82. C'est un travail sur les angiocolites et sur l'intérêt du drainage interne par rapport au drainage externe. Mais il travaille aussi avec nous.
Et vous voyez ici un travail sur l'œsophage, où il est le troisième auteur. Il s'agit de la thèse de Jean-Louis Paul, qui a été traduite en anglais. Il habite encore Londres à ce moment. Et cette publication rapporte notre expérience de 280 œsophages opérés à cette date. En fait, il va me surprendre beaucoup en m'annonçant à la suite de ses travaux qu'il veut présenter l'inscription à la liste d'aptitude. Or, si Despina, contrairement à ce qu'elle dit aujourd'hui, parlait à l'époque très bien le français, fluently, Nick parlait essentiellement l'anglais et avait un français pauvre, haché, peu convaincant, mauvaises conditions pour préparer et pour présenter la liste d'aptitude. Il vient donc chez nous à Rennes pendant un mois. Il logera à la maison et tous les jours, nous irons à l'hôpital, nous opérerons ensemble, on fera même une greffe hépatique chez un enfant de 18 mois ensemble. Puis le soir, systématiquement, on lui fait présenter un ou deux dossiers et cela dure un mois. C'est pendant cette même période aussi qu'il nous montrera ce qu'il fait en chirurgie expérimentale à Londres. Et à Londres, effectivement, il fait un travail intéressant en transplantation hépatique. Il a l'astomose des deux veines caves, celle du donneur et du receveur, par une incision latéro-latérale. C'est donc l'intervention de Jacques Belghiti avant la lettre. Il fait une très bonne épreuve de ses travaux avec une lettre très élogieuse de Leslie Blumgart. Et puis arrive le jour de l'épreuve. Cette scène de cette épreuve est restée gravée dans ma mémoire et j'ai voulu confirmer que je ne m'étais pas trompé. J'ai même appelé Michel Huguet, qui faisait partie du jury, pour être sûr que c'était réellement la réalité. En effet, l'épreuve se passe à la faculté Saint-Antoine, dans une petite salle sans fenêtre, assez sinistre, autour d'une table carrée. Le candidat est sur un des côtés du carré. À sa gauche, il y a des membres du jury qui ont un visage de marbre, impassible. Louis Doute, Paul Malvy, Jacques Grenier, Jean Loig. En face du candidat, Henri Viard, Philippe Monobroca, Jean Esca, Michel Huguier, Validir, et sur le dernier côté, moi-même. L'ambiance est glaciale. Et patronnant le candidat, je suis particulièrement anxieux. En fait, aussi bien dans la forme que dans le fond, il est excellent. Et il a eu comme sujet un syndrome de Zollinger-Ellison. Mais le jury oubliait qu'au Hammersmith, il y a la meilleure équipe d'endocrinologie du monde qui a fait bien des découvertes de tumeurs endocrinologiques que Christian Partaski connaît bien. En effet, c'est Bloom, Julie Pollack, qui est une excellente chimiste, et Wellborn. Donc, il a été favorisé par le choix d'un sujet difficile qu'il connaît parfaitement. À la suite de cette épreuve réussie, il prend un poste au Centre anticancéreux d'Athènes et il devient titularisé. Mais en novembre 1982, je rencontre à Athènes le professeur Blumenkampf. Le professeur Blumenkampf est chairman du département de chirurgie de l'Amsterdam Medical Center. Il vient de recruter Nick comme chirurgien hépatobiliaire à Amsterdam. J'ai oublié de dire qu'avant d'aller à Amsterdam, il avait participé avec nous au 80e anniversaire de Jean-Louis Lortin-Jacob et au docteur honoris causa de Thomas Darzel.
Et un certain nombre d'entre vous présents aujourd'hui se retrouveront sur cette photo. Voilà donc l'hôpital, l'Amsterdam Medical Center. Ça paraît exagéré de le dire, mais c'est un des plus beaux hôpitaux du monde, car sous cette allure massive, à l'intérieur, il est fait de petits bâtiments, dont la faculté de médecine, séparés par des rues qui sont couvertes, avec sur le sol la marque des canaux d'Amsterdam. Or, dans cet hôpital, il y a une équipe prestigieuse de gastroentérologie dirigée par Guido Tidgat. Et ils n'ont donc pas la possibilité de faire opérer leurs malades, car ils ne peuvent faire que du palliatif. Et notamment, ils sont très experts dans les cholangiographie rétrograde et très experts aussi déjà dans l'interventionnel. La venue de Nick est donc vraiment d'un très grand bénéfice pour eux. Malheureusement, au bout de 6 mois, il y a des problèmes politiques comme ça arrive un peu partout, et Brumelkamp est remplacé par un ami de toujours, Niels van der Rey, que vous voyez ici, qui était auparavant à Arnhem. C'est un très grand pionnier de la transplantation, mais c'est aussi un spécialiste des tumeurs du hile hépatique, à tel point d'ailleurs que c'est au cours d'une petite réunion, d'un petit séminaire à Arnhem, que j'avais rencontré Leslie Blumgart et Joe Fortner quand nous étions rendus avec Jean-Noël Maillard. Vous voyez, cette photo est très importante parce que vous avez le trio. Vous avez d'une part, à gauche, Guido Tidgat, puis au milieu, Nick, et enfin Niels van der Rey. Et ils vont énormément travailler. Ils vont d'abord publier, notamment Tidgat et Nick, un remarquable livre de chirurgie hépatobiliaire, illustré en couleur, magnifique, superbe, qu'il est très agréable de feuilleter. Puis ensuite, ils vont présenter un autre livre, qui est réalisé cette fois par Makuchi et Nick, sur les complications chirurgicales. Et puis, sur ces entrefaites, après avoir fait ce travail, un jour, un soir, on me demande de venir un vendredi soir à 10h du soir à Stuttgart. J'arrive en pleine tempête de neige, comme cela existe souvent en hiver en Allemagne, et on dîne rapidement. Le lendemain, on va chez un éditeur qui est Tim Verlag, et c'est donc à nous trois la création de ce journal qui est Pathogastroentérologie, qui est le journal aussi du Gastro-Surgical Club et qui a été une date importante car c'était un journal de bonne qualité qui représentait un travail énorme car c'était effectivement Nick qui a été le rédacteur en chef. Mais il publie aussi les résultats de cette expérience, car ils ont beaucoup de cancers biliaires, et notamment vous avez ce superbe papier avec un titre qui est très attractif, Surgical Approaches of Unresectable Cholangiocarcinoma aux hépatiques hilus, avec aussi un procédé très original qui sera la marque du Amsterdam Medical Center. En effet, non seulement le cancer biliaire est séqué, mais comme vous pouvez le voir, vous avez ici une anse en Y qui est montée sur le hile, et à travers l'anse sont introduits des petits drains dans les voies biliaires qui vont permettre de mettre des fils d'iridium radioactifs et donc faire un traitement adjuvant en post-opératoire. C'est une technique très originale qu'ils ont développée pendant toute leur expérience. En septembre 1984, Nick organise un Surgical Forum à Amsterdam avec la présence de Thomas Starzl, et ça sera la première amorce
du Gastro Surgical Club qui sera développé par ailleurs et dont Henri Bismuth va pouvoir parler. Vous savez que la Grèce est bénie des dieux. Alors, le représentant de Dieu sur la terre, Jean-Paul II, a rendu hommage à Nick en le recevant au Vatican. Je lui ai demandé s'il s'était converti. Il m'a dit non. Je vous remercie de votre attention. Despina, mes chers collègues, Bernard vous a parlé de Nick Lysidakis, l'homme, le chirurgien. Je vais vous parler de son œuvre, car il a eu une œuvre, je dirais, énorme et très originale, en fondant en 1988 une association qui est devenue par la suite IASGO, International Association of Surgeons, Gastroentérologistes and Oncologists. Vous voyez qu'il existe dans la définition de cette association son étendue, 90 différents pays, avec 1700 membres, je crois que certains, c'était 2000, quelquefois même 2500, c'était une association énorme. Je vais vous dire tout de suite quels étaient les objectifs, tels que Nick les a définis lui-même. Son objectif était de globaliser la connaissance médicale, chirurgicale, et l'expertise. Et cette notion de diffuser la connaissance dans tout le monde était vraiment, je dirais, la marque de fabrique de cette association. Il s'y est attaché, mais je dirais 24 heures sur 24, en faisant non seulement un congrès annuel, c'était un grand congrès, mais également une multitude de congrès nationaux, organisant même des cours pour des très jeunes chirurgiens, englobant la chirurgie, la radiologie, l'oncologie. Et vous voyez, il donne également ce qui était la définition le deuxième aspect de la définition de cette société. Il fallait réunir les experts venant de toute la spécialité. Il y avait donc d'une part les experts et d'autre part l'ensemble, je dirais, du monde chirurgical. Mais ce qui était remarquable, c'est qu'on rencontrait des chirurgiens venant de pays complètement ignorés, en tout cas sur le plan chirurgical. Que deux fois je rencontrais des Kirghizes, des Kazakhs, des pays d'Amérique latine qu'on ne voit jamais dans les congrès. Et tout le mérite de Nick a été de faire sortir ces chirurgiens, les seniors comme les jeunes, qu'on ne voyait jamais dans les congrès, parce qu'évidemment, leurs papiers n'avaient aucune chance d'être acceptés. Certains ne parlaient même pas l'anglais. Je me souviens de groupes avec le senior, quelquefois très âgé, parlant uniquement l'ouzbek ou le kazakh, mais un jeune parlait anglais et servait d'interprète. Et en amenant ces gens, en les faisant sortir, en les faisant confronter à la chirurgie internationale, invitant les experts à leur parler, Nick réalisait ce qu'aucune association n'avait réalisé jusqu'à présent. Et je l'ai toujours soutenu dans ce domaine en disant que c'était vraiment la bonne façon d'enseigner la chirurgie. Non pas que des experts parlent entre eux, on peut le faire n'importe où, mais faire venir des gens qui n'avaient aucune chance d'assister aux congrès internationaux. Bon, Bernard vous a parlé des livres qu'il a écrits, mais de hépatogastroentérologie surtout.
qui est un livre, une revue volumineuse dans laquelle il y avait énormément d'abstracts venant de tous les pays, et c'était vraiment le grand mérite de Nick, non seulement d'organiser ces congrès, ces réunions, mais également de le faire publier dans cette revue Hépatogastroentérologie. Alors, je voudrais insister sur l'aspect français de Nick. D'abord, il est devenu professeur associé en France, il en était très fier, il parlait à la fin un petit peu mieux français que l'a dit Nick, et si je vous montre cette diapositive, c'est parce qu'il avait beaucoup d'amis français. Et beaucoup d'entre nous, membres d'Académie, participaient à ces congrès. Certains sont là aujourd'hui et sont venus pour ça, Christian Partinski, Jacques Beaulieu, Jean-Pierre Arnaud. Certains n'ont pas pu venir. Daniel Jacques est présent sur la diapositive. Je regrette, et on regrette tous qu'il ne soit pas là aujourd'hui, car c'était vraiment, je dirais sincèrement, de tous les Français, et peut-être même de tous les chirurgiens au monde, l'un des meilleurs amis, des plus puissants soutiens de Nick Lysidakis. Cette diapositive a été prise au congrès de Glasgow, qui était le 8e congrès, organisé à Strasbourg. Et c'était vraiment le grand congrès de cette association, organisé par Daniel Jecques. Vous voyez derrière le drapeau Nick Lysidakis. Vous voyez que Tom Starls est venu sur cette photo. Il y a Daniel Jecques, Tom Starls et Nick Lysidakis. Bon, c'était très, très somptueux, réception à l'hôtel de ville. Je ne sais pas pourquoi j'étais président, mais j'ai été président non pas du congrès, mais de l'association pendant 6 ans. Et j'ai donc travaillé avec Nick pour développer cette association. La première chose que j'ai fait, et aussi le livre que Daniel Jecques a fait au sujet du congrès de Strasbourg, mais ça fait remarquer à Nick que cette association qui s'appelait Gastro-Surgical Club, je dis, on n'était plus, et de loin, gastrique, pas seulement gastrique, on n'était plus un club de 2000 personnes, ça n'existait pas, et donc le nom a été changé en International Association of Surgeon Gastroenterologists, et quelques années plus tard, le O est venu se rajouter, et c'est donc l'IASGO qui est devenue la société organisant les congrès dans le monde. Le deuxième point français de Nick, dont il était extrêmement fier, outre le point qu'il est devenu membre associé de notre académie, a été à Athènes, la remise de la Légion d'honneur par l'ambassadeur d'Athènes. Voici ici Nick Lysidakis après la cérémonie, près de l'ambassadeur, et ici avec Despina, avec l'ambassadeur. Despina qui a été je dirais, le deuxième aspect de sa propre vie, qui était tout le temps à tous les congrès, très fidèle, présente mais pas omniprésente, s'effaçant devant lui. Et personnellement, je suis très heureux qu'elle soit là aujourd'hui, qu'elle entende l'hommage justement mérité à son mari. Et il se trouve que j'étais à Athènes 2 mois avant sa mort. Nous avons dîné ensemble. Et au moment où il sortait du restaurant, j'ai demandé à Nick de se retourner. Ils se sont les deux retournés. J'ai pris cette photo, qui est la dernière photo que j'ai de Nick. Voilà, Despina. Je suis très heureux de parler de... Merci beaucoup. Merci. Bien, merci à Bernard Launois et à Henri Bismuth pour ce très bel hommage à une personnalité, un chirurgien exceptionnel. Je vous invite à une petite minute d'interruption si vous souhaitez manifester vos sentiments à Madame Lysidakis, les uns et les autres.